Bonjour tout le monde. Merci à Véronique, Nika et Marc-André d'être avec moi sur ce panel. Je suis content d'être là. Je pense que c'est des questions qui sont vraiment cruciales pour notre mouvement et pour la gauche au Québec, celles qu'on se pose ensemble aujourd'hui. Donc, la question qui sort de titre au panel, c'est est-ce qu'un gouvernement solidaire peut changer le Québec? Je pense que cette question-là, elle est très importante et pertinente, surtout dans le contexte où on vient de faire, où QS vient de faire, une percée électorale vraiment importante en octobre dernier, lors des dernières élections. Hein, comme ça a été dit, on est passé de 3 à 10 députés. C'est emballant, ça recèle un potentiel politique énorme. Il y a des responsabilités, mais il y a aussi des défis qui viennent avec ça. Parce que un gouvernement de QS, même en mettant de l'avant un programme de rupture simplement avec le néolibéralisme, mais pas sans parler ici de rupture avec le capitalisme, simplement un programme qui serait en rupture avec le néolibéralisme, avec l'austérité des dernières années et des dernières décennies, ferait face à des obstacles vraiment majeurs. Il y aurait très certainement des menaces ou des grèves d'investissement avérées des entreprises, du capital. Il y aurait aussi des décotes et des restrictions de conditions d'emprunt auxquelles le gouvernement ferait face. Une hostilité des médias concertés très agressive qui ferait en sorte que ce qu'on a vécu jusqu'à présent en QS aurait de l'air, ce serait de la petite bière. Hostilité aussi des hauts fonctionnaires au sein de la fonction publique, éventuellement des forces policières. Et il faut garder en tête que ce n'est pas juste ici une question d'individus ou de groupes au sein de l'État et à l'extérieur, ce n'est pas juste une question de lobby. Il y a des mécanismes disciplinaires qui sont automatiques, qui sont structurels, qui sont inhérents au fonctionnement du système capitaliste. Et qui vont s'enclencher, même sans action concertée donc d'individus ou de groupes au sein de l'État ou à l'extérieur. C'est-à-dire que si un gouvernement QS met de l'avant des mesures et un programme de gauche qui mène à une baisse et qui va probablement mener à une baisse de la profitabilité de certaines entreprises et éventuellement donc une baisse de l'investissement, ça va faire en sorte que le gouvernement va voir ses ressources financières se contracter, vont être limitées. Ça va faire en sorte aussi qu'il va possiblement y avoir une hausse du chômage et donc un contexte qui va être très difficile et qui va délégitimer le gouvernement. Et le défi, ça va être de ne pas reculer donc, face à ces pressions-là. Tous ces points-là, en fait, ont été très clairement illustrés par l'exemple de gouvernement formé, par exemple, par le NPD en Ontario au début des années 90. Le premier ministre Bob Rae, chef du NPD, donc a formé un gouvernement et très rapidement son gouvernement, qui avait un programme social-démocrate à l'échelle de l'histoire relativement modéré là, ici, okay? Pas en rupture avec le capitalisme donc. Et son gouvernement donc très rapidement a fait face d'abord à des grands capitalistes comme Conrad Black, que vous connaissez certainement, qui ont appelé publiquement, explicitement, les entreprises et le capital à cesser d'investir en Ontario. Pour vous donner un autre exemple concret, il y a un groupe de promoteurs immobiliers de Toronto qui est allé acheter une pleine page dans le Wall Street Journal à New York pour appeler les entreprises américaines à ne plus investir en Ontario. Il y a eu une hostilité très concertée, très agressive donc des médias. Il y a eu des tentatives de sabotage par la force de police provinciale en Ontario en concertation avec, encore une fois, avec les médias. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Je voulais vous en donner quelques-uns concrets, mais ça arrive, ça devient réellement ça, okay? Ça se manifeste. Et donc, ça a fait en sorte que le gouvernement de Bob Rae a reculé. On pourrait aussi parler de l'exemple du gouvernement socialiste de François Mitterrand au début des années 80, qui a été aussi forcé de reculer face au pouvoir du capital. Et plus près de nous, historiquement, évidemment, on a l'exemple de Syriza, le parti de gauche qui avait un programme anti-austérité qui s'est fait élire en janvier 2015. Dans ces 3 cas-là, et on pourrait en nommer d'autres, mais juste déjà avec ces 3 cas-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gouvernements de gauche qui ont pris le pouvoir, mais qui ont été obligés, qui ont été forcés de reculer face au capital, parce que ces gouvernements-là n'étaient pas préparés aux défis qui les attendaient. Le point crucial que je veux souligner ici, c'est le suivant. Ce n'est pas une question de trahison des élus. Hein? Ça ne serait pas une question de trahison des élus, par exemple, dans le cas de QS à l'Assemblée nationale. Le point central à retenir, c'est que même avec la meilleure volonté du monde, un gouvernement de QS ne pourra pas réaliser ses objectifs s'il n'est pas appuyé par une classe des travailleurs et travailleuses qui est organisée, qui est prête à se mobiliser à travers divers mouvements sociaux, à travers des manifestations, à travers des actions de masse perturbatrices et éventuellement à travers son pouvoir qui est le plus fort, c'est-à-dire la grève, notre pouvoir de retirer notre travail pour bloquer les circuits de capitaux, la grève politique donc.
On peut avoir les meilleures idées du monde. Le bottom line ici, c'est que c'est une question de rapport de force face au capital, face aux millionnaires, aux milliardaires. Un gouvernement de QS, donc, s'il prend le pouvoir, va devoir immédiatement adopter des mesures qui vont concrètement, substantiellement, améliorer la vie, les conditions de vie de la majorité de la population. Ça pourrait être des mesures telles que celles qui étaient dans notre plateforme, dans la plateforme de QS lors de la dernière campagne électorale, par exemple, très rapidement, instaurer la gratuité des soins dentaires dans un système public, instaurer la gratuité scolaire à tous les niveaux, etc. Okay? Ce genre de mesures-là. Mais il va falloir aussi, en parallèle et rapidement, adopter dès que possible donc, des mesures, ce qu'on pourrait appeler des mesures de réforme non réformistes ou des réformes structurelles, qui vont directement attaquer et viser à diminuer le pouvoir du capital. Donc, sa capacité de sabotage de l'activité du gouvernement. Ce qui peut impliquer avancer vers la socialisation de la finance, la nationalisation de la finance, contrôle des mouvements de capitaux, mettre en place une transition écologique juste, donc créer des emplois verts. Ça impliquerait aussi toute une série de reconversions de secteurs industriels. Nationalisation, mais aussi démocratisation de certaines entreprises et de certains secteurs économiques. Lancer, évidemment, comme on en a parlé, un processus d'assemblée constituante, etc. Parallèlement à ça, il faut aussi y aller de réformes structurelles à l'inverse qui vont contribuer à développer le pouvoir de la classe des travailleurs-travailleuses pour l'aider à appuyer le gouvernement dans son activité. Ce qui pourrait impliquer, par exemple, des révisions, une modernisation du Code du travail pour faciliter rapidement la syndicalisation de secteurs qui ne le sont pas jusqu'à présent. Ensuite de ça, la légalisation aussi des grèves politiques et des grèves de solidarité, ce qu'on n'a pas le droit de faire en ce moment, etc. Et enfin, ces réformes structurelles-là vont devoir transformer les institutions de l'État pour qu'elles soient moins bureaucratiques et davantage démocratiques. Et ces réformes-là vont devoir aussi supporter, les actions du gouvernement vont devoir supporter le développement de nouvelles institutions du pouvoir populaire qui vont émerger dans la société civile. On peut l'espérer, on doit l'espérer. Donc, ici, il y a plein de réflexions stratégiques qu'il faut continuer à y avoir. J'y ai été à grands traits, évidemment. Il va falloir continuer de réfléchir à ces stratégies politiques-là, au programme qu'on doit adopter une fois qu'on va être au pouvoir. Okay? C'est crucial de le faire. Mais je pense que, et ce que je veux vous suggérer aujourd'hui, c'est que la question à se poser, c'est peut-être moins celle de qu'est-ce qu'on doit faire, quoi faire, mais plutôt comment le faire. Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols, dans une chanson du groupe en 1977, avait cette ligne suivante que j'aime bien. Il disait « I don't know what I want, but I know how to get it ». Si Johnny Rotten était QS aujourd'hui, il dirait probablement quelque chose qui ressemble plus à « I know what I want, but I don't know how to get it ». Autrement dit, l'enjeu essentiel ici, c'est le suivant. Comment on se donne les moyens, à travers QS, comment on se donne les capacités d'appliquer notre programme une fois qu'on est au pouvoir? Il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé, notamment à Syriza et dans d'autres cas historiques. Mais appuyons-nous ici sur l'expérience de Syriza. Il y a un livre qui a été publié récemment par Leo Panitch et Sam Gindin qui essaie de tirer des enseignements. Et Panitch et Gindin disent la chose suivante, je les cite. Ils disent « Les dirigeants de Syriza n'ont pas su reconnaître que les processus décisionnels au sein du Parlement et du gouvernement ne sont que la pointe de l'iceberg des politiques mises en place par l'État. Exécuter, mettre en application les décisions qui ont été prises représente la plus grosse partie de l'iceberg, la partie essentielle des politiques de l'État. » En lien avec ça, il souligne aussi une erreur stratégique cruciale de Syriza, du gouvernement Syriza, et je les cite encore. Ils disent « Syriza n'a pas su s'appuyer sur le savoir, sur les capacités et l'action des membres de la base du parti qui est en contact direct avec les mouvements sociaux et qui aurait pu développer le pouvoir de ces mouvements-là de façon à appuyer les membres du parti qui étaient actifs au sein de l'État. » Fin de la citation. Et enfin, Panitch et Gindin citent un militant dans leur ouvrage du parti, un militant donc de Syriza qui était directement impliqué dans le processus et qui affirme que, je cite, « Syriza en tant qu'organisation collective n'a pas su utiliser le savoir-faire et les capacités organisationnelles, techniques et politiques des membres. C'est donc tout un bassin de capacités et d'expertise immense au sein du membership qui n'a pas pu être adéquatement mobilisé pour supporter la stratégie politique du parti, parce que ce dernier n'a pas développé les réceptacles organisationnels et les méthodes d'extraction de ce potentiel humain qui auraient été appropriés. » Fin de la citation. Autrement dit, Syriza n'a pas su organiser ses membres les plus politisés, les militants et les militantes les plus politisés,
avec les meilleures capacités organisationnelles, de façon à ce qu'ils puissent participer à un processus d'organisation démocratique plus large dans la société, processus d'organisation démocratique des capacités du pouvoir du mouvement syndical, du mouvement des femmes, du mouvement communautaire, du mouvement étudiant, écologiste, etc. Il faut donc, je pense, dès maintenant, et le plus rapidement possible, avant de prendre le pouvoir, développer nos capacités et le pouvoir des mouvements et des organisations qui vont jouer un rôle crucial pour appuyer QS une fois qu'il sera au pouvoir. Et pour arriver à ça, d'abord, il faut absolument dépasser la division du travail traditionnelle qui a été celle historiquement de plusieurs partis social-démocrates, c'est-à-dire cette idée que le parti prend en charge d'une part le travail électoral et d'autre part les mouvements syndicaux et sociaux prennent en charge la mobilisation extraparlementaire sur les lieux de travail, dans les communautés et dans la rue. On doit dépasser aussi la propension de la social-démocratie à organiser ses campagnes seulement sur la base de sondages, c'est-à-dire en prenant une photographie, si vous voulez, de la population telle qu'elle existe et sur cette base-là, on engage des campagnes et puis on fait des propositions. Il faut plutôt voir la réalité sociale et politique comme un film dans lequel on est un acteur qui se développe. La classe des travailleurs et travailleuses, il faut la former, il faut l'organiser et il faut qu'elle s'auto-organise. Okay? Donc, si on prend simplement une photo de la réalité sociale, on perd beaucoup. On se tire dans le pied, je pense. Donc, pour ça, QS doit mener des campagnes électorales, ce qu'on appelle au sein de DSC aux États-Unis, qui est en boom d'organisation en ce moment. DSC parle de campagne électorale dite de lutte de classe. C'est-à-dire qu'on adopte ici une plateforme et un discours qui nomme et qui s'oppose à la classe des millionnaires, des milliardaires, au capital, qui fait obstacle au bien commun. Et on développe un discours, une plateforme aussi, c'est tout aussi important, qui appelle à la mobilisation et à l'organisation de la classe des travailleurs et travailleuses. Et entre les élections, entre les périodes électorales, QS doit mener activement et doit s'activer donc pour construire le pouvoir de la classe des travailleurs et des travailleuses. Et donc, tous les mouvements qui la composent dans sa diversité, qui la font vivre dans sa diversité, mouvement syndical, des femmes, écologistes, etc. Et bon, maintenant, comment QS doit faire ça? Okay? Et je pense qu'ici, c'est utile de s'appuyer sur la typologie des formes d'engagement politique proposées par Jane McAlevey, qui est une organisatrice syndicale américaine. McAlevey nous dit qu'il y a 3 types d'engagement politique essentiellement. Le premier, c'est l'advocacy en anglais. En français, on pourrait dire la promotion d'une cause politique. Traduction un peu boiteuse, mais donc l'advocacy. Qu'est-ce que c'est? Elle nous dit que c'est la sensibilisation, c'est un travail de sensibilisation des élites politiques et ou du grand public autour d'une cause politique donnée. Okay? Ça implique souvent, en fait, des efforts de lobbying auprès du gouvernement. Okay? Ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode, c'est ce qu'elle appelle la mobilisation. La mobilisation, c'est de mobiliser des militants et des militantes qui sont déjà, des activistes qui sont déjà convaincus, et c'est une mobilisation qui se fait par les dirigeants d'une organisation, et c'est plutôt top-down comme processus. Ça, c'est le deuxième mode. Le troisième mode, nous dit McAlevey, c'est un travail d'organisation, ce qu'elle appelle l'organisation, ou l'organisation profonde, l'organisation en profondeur. Et ce que c'est pour elle, c'est de créer, de développer des organisations et des mouvements qui sont tournés vers l'extérieur, qui sortent des cercles militants et qui impliquent donc une masse de gens qui ne sont pas déjà militants et militantes. Ici, on voit des organisateurs et des organisatrices qui vont se tourner vers la masse de la population dans différents secteurs, vers les gens ordinaires, et les amener à s'engager dans des organisations, des mouvements qu'ils contrôlent eux et elles-mêmes. Donc ici, on a une volonté de développer des mouvements de masse qui ne sont pas top-down et qui s'engagent et qui développent des processus d'auto-organisation, d'organisation par la base dans différents secteurs, syndical, étudiants, etc. Maintenant, QS, depuis sa fondation, je pense, entre les élections, s'était surtout limité à du travail de ce que McAlevey appelle de l'advocacy. Depuis quelques années, depuis, je dirais, environ 2 ans au moins, le parti s'engage davantage dans un travail que McAlevey appellerait de mobilisation, je dirais. Particulièrement le cas dans le cadre de la campagne 2020 qui est menée en ce moment. C'est en soi une excellente nouvelle et ça recèle un réel potentiel, je pense. Mais je crois que cette campagne-là, 2020, reste cependant trop dans le cadre de ce que, encore une fois, McAlevey appelle la mobilisation. Ici, ce qu'on constate, c'est que dans le cadre de cette campagne 2020-là, on a des orientations stratégiques et un plan d'action pour la campagne qui est décidé du sommet du parti par la direction, en collaboration, j'imagine, avec une partie au moins de l'aile parlementaire. Et ça implique surtout, j'ai été à une première rencontre dans mon comté, Sainte-Marie-Saint-Jacques, ce que j'ai cru constater en tout cas, puis on peut en débattre puis en discuter ensemble ici, c'est que ça implique surtout des militants et des militantes déjà dans le parti qui sont plus ou moins convaincus, qui vont aller faire un travail de sensibilisation pour le moment qui consiste à faire signer une pétition.
C'est bien, mais je pense que c'est peut-être trop limité. Je veux vous suggérer que, par contraste, une campagne 2020 qui s'organiserait selon le modèle d'organisation, donc selon Maccalevé, pourrait impliquer plutôt ceci. D'abord, de réseauter les militants et les militantes du mouvement écologiste, parce qu'il est directement concerné, mais éventuellement aussi d'impliquer les militants et militantes du mouvement syndicaliste étudiant aussi, qui sont, eux et elles-mêmes, en même temps, des membres et des sympathisants de Québec solidaire, afin de s'appuyer sur leur expertise et leur réflexion pour dégager ensemble une réflexion stratégique qui serait plus efficace. Et deuxièmement, ça impliquerait donc de s'appuyer sur ces mêmes personnes-là et sur les contacts qu'elles ont et leur connaissance du terrain, des différents mouvements sociaux, et sur leur capacité d'organisateurs et d'organisatrices pour faire un travail de coalition avec les mouvements et les organisations écologistes, syndicales, étudiantes, qui sont déjà en lutte. De la même façon, parlons un instant de la plateforme Mouvement qui a été lancée l'année dernière par QS. Vous avez probablement entendu parler ou vu cette plateforme-là. Elle a été lancée l'année dernière, mais je pense qu'elle reste encore dans un modèle de mobilisation top-down, malgré qu'elle veuille, et c'est tout à son honneur, décentraliser la mobilisation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense que ça implique, ça donne l'opportunité à toute une série de membres à travers le Québec d'y aller d'initiatives locales, créatives, autonomes, très autonomes. C'est bien. Mais les initiatives des grandes campagnes politiques, merci, des grandes campagnes politiques, par contre, au sein du parti, restent pour l'essentiel organisées de façon centralisée par le sommet de l'organisation, par la direction du parti. Et donc, pour dépasser une base qui serait le plus souvent finalement réactive dans le cadre de ces grandes campagnes-là, face aux dirigeants du parti, je pense qu'il faut créer au sein de QS des instances intermédiaires, je dirais, des instances intermédiaires, des espaces délibératifs et des espaces de réflexion et d'intervention stratégique qui permettraient à nos militants et militantes déjà engagés dans différents mouvements sociaux, syndicaux et autres, d'abord de participer à l'élaboration des campagnes politiques de façon plus efficace et plus démocratique, développer donc des stratégies de coalition et d'intervention qui peuvent être projetées vers les mouvements sociaux et syndicaux, pour développer dans ces mouvements-là les factions et les pratiques qui sont les plus démocratiques, qui sont les plus combatives, qui sont les plus encourageantes, je dirais. Autrement dit, il faut apporter des orientations stratégiques et une perspective de classe, d'unité entre les mouvements sociaux, à partir de QS, à partir de cette minorité militante-là qui est déjà membre du parti. C'est exactement en fait ce que fait East Bay DSAs dont Megan Day nous parlait hier sur le panel de soirée. C'est-à-dire qu'ils mènent des campagnes DSA dans East Bay, près de San Francisco, donc, mènent des campagnes électorales dites de lutte de classe pour utiliser ensuite de ça les capacités qui sont développées dans le cadre de ces campagnes électorales-là et immédiatement se retourner vers un travail militant qui est dirigé vers le mouvement syndical dans la région pour, entre autres, comme elle nous l'a dit de façon concrète, prêter main forte et s'engager à développer les forces du mouvement syndical, en l'occurrence dans le cadre de la grève des enseignants et des enseignantes récente à Oakland. Maintenant, on sait que QS, ce que ça veut dire, je pense, plus concrètement, c'est que les associations locales, les associations de circonscription qui existent déjà, ont un rôle à jouer dans tout ce que je dis, je pense. Mais elles ne suffisent pas en elles-mêmes. Il faut développer des instances et des lieux de réflexion stratégique au sein de QS qui réseautent les militants et les militantes au-delà des assos locales, au niveau régional, local, régional, mais éventuellement au niveau de la province au complet. Donc, des espaces de réseautage et de réflexion stratégique. Xavier, je pense que c'est la conclusion, c'est ça? Oui, j'arrive à la conclusion. OK. Donc, il existe, je vais conclure là-dessus, il existe déjà au sein de QS, en fait, des instances qui ressemblent à ce dont je vous parle. Il y a, au cours des dernières années, le réseau intersyndical qui a été créé, il y a le réseau écologiste plus récemment qui a été créé aussi. Okay? Mais en ce moment, ces réseaux-là ne sont pas une priorité au sein du parti. Il n'y a pas de ressources financières qui sont réellement consacrées. Il n'y a pas d'effort aussi pour essayer de demander aux membres, est-ce que vous participez? Est-ce que vous êtes membre d'un syndicat? Est-ce que vous participez à un mouvement social, à une organisation sociale? Si oui, voulez-vous nous le dire? Et seriez-vous prêt à ce qu'on vous mette en contact pour que vous participiez à ces efforts d'intervention et de réflexion stratégique? Okay? Ça impliquerait donc de prioriser davantage ces réseaux-là. J'avais d'autres points, mais je pense que je vais m'arrêter là, puis peut-être que je pourrais revenir dans l'échange. Voilà, merci.